Catherine Dumontaï-Crémer avec vous pour le podcast Vivre et grandir ensemble. Je crois que c'est une question qui se pose à tout le monde, cette histoire de les enfants doivent-ils écouter leurs parents ? Vous avez très probablement repéré que lorsque l'on dit qu'un enfant n'écoute pas, il ne m'écoute jamais signifie il ne m'obéit pas, il ne s'exécute pas. Et dans tout ça, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler qui est, pour détailler et pour préciser, il y a plusieurs éléments dont j'aimerais vous parler. La première chose, c'est que un enfant petit ressent toutes nos émotions, nos intentions, nos tensions. Il y a beaucoup de choses qu'un bébé ressent et il commence à se conformer à ces tensions qu'il peut ressentir quand il est en demande de quelque chose qui réactive notre mémoire traumatique et nous ne répondrons pas parce que ou nous serons mal à l'aise pour répondre. Il le sait, il l'identifie. On a Dolto qui nous a beaucoup dit que les bébés comprenaient tout, qu'on pouvait leur parler, etc., etc. Dolto, c'est quand même c'est un personnage important dans la considération des enfants comme sujet et non pas comme objet. Et même si la psychanalyse n'est pas du tout ma référence, je reconnais à Dolto cette capacité qu'elle a eue. Et aussi, finalement, elle a été une clinicienne assez exceptionnelle. Et je crois que c'est quelqu'un qui nous a fait faire des pas énormes par rapport à la considération des enfants. Et en même temps, comme Dolto nous a dit que les enfants comprenaient tout, dès la naissance, on s'est mis à avoir des attentes. Qu'est-ce qui se passe quand on pense que quelqu'un comprend nos besoins et qu'il ne fait rien ? On en est indigné, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous blesser, ça peut nous attrister. Et finalement, là, on est encore dans une réactivation de notre mémoire traumatique. Oui, mon bébé comprend, entend, ressent, mais il ne peut pas exécuter ce que je lui demande. Donc là, il y a là deux problématiques très différentes. Ressentir, comprendre, approcher, appréhender les émotions, les tensions des parents et en même temps faire quelque chose, passer à l'action. Ça, c'est quelque chose qui va venir beaucoup plus tard, peut-être après 7-8 ans, même si bien avant les enfants passent à l'action, comme vous l'imaginez, pour tout un tas de raisons, par nécessité, pour explorer, pour apprendre, etc. Alors sur la question d'écouter, pour le coup, un enfant ressent, mais il ne va pas mettre en pratique et quelquefois il va falloir l'aider, l'accompagner là-dedans. Donc jusqu'à... je retiens qu'à l'État Solter avait dit lors d'une conférence que les enfants n'entendaient pas les injonctions verbales jusqu'à l'âge de 7 ans. Et en même temps, même s'ils les entendent avant, parfois, lors de certains moments, vous pouvez tout à fait être indigné par cette proposition, mais n'empêche que ça dit quelque chose aussi, les 7 ans, l'âge dit de raison peut-être, voilà, un moment où mon enfant, quand je lui dis viens m'aider à débarrasser la table s'il te plaît, il va venir ou il va pas venir, mais il va prendre une décision et il ne va pas être sous l'emprise de ses émotions parce qu'il sera pas content ou Dieu sait quoi du genre, même s'il y a encore des crises émotionnelles dans ces périodes-là, bien entendu. Donc je reviens au sujet des enfants qui écoutent leurs parents. Alors qu'est-ce que l'écoute en définitive ? Écouter, c'est savoir accueillir les paroles, les émotions, les tensions des personnes qui sont autour de nous et qu'on a pris la décision volontaire d'écouter. D'une certaine manière, ce travail-là demande énormément de travail sur soi, demande beaucoup d'attention aimante en général, et demande d'avoir beaucoup de recul finalement sur sa propre histoire. C'est un petit peu tout ça
qui me vient quand j'entends « écoute ». Lors d'une conférence, il y a des années, je venais de sortir L'adolescence autrement, qui est sortie en 2010, je crois. J'étais allée parler dans une radio locale, dans une région de France dont je ne me rappelle plus le nom. Et l'animateur m'avait dit, finalement, ce que vous préconisez, c'est être un parent copain. Et en fait, je lui ai dit, mais non, pas du tout. Bien au contraire, il ne s'agit pas d'être un parent copain, il s'agit d'être un parent. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Avec les amis, on a beaucoup de choses qui circulent dans les deux sens. On va s'écouter mutuellement, on va s'entraider, on va faire des tas de choses. On va partager des activités ensemble. Il y a des éléments qu'on a identifiés qui font une bonne relation. Et quand la relation est symétrique, ce qui est quand même assez rare, je dois dire. Enfin, il y a beaucoup de relations qui sont très peu équilibrées, où on va souvent en avoir un qui va donner beaucoup plus que l'autre. Mais là encore, il va falloir mettre ça en relation avec les schémas familiaux dans lesquels nous nous sommes développés et nous avons grandi. Donc non, avec notre enfant, il y a des éléments qui vont seulement dans un sens et l'écoute en fait partie. Je suis là en tant que parent pour écouter mon enfant. Mon enfant n'a pas à m'écouter. Ça n'est pas à lui de m'écouter dans mes tristesses, mes peines, etc. Évidemment, ça peut arriver à l'occasion dans la vie quotidienne que mon enfant me dise « T'es triste, maman ?» et que je lui dise « Oui, ça va pas en ce moment, je suis fatiguée, etc. » Une petite phrase, quelque chose comme ça, mais je ne vais pas mettre mon enfant dans la posture d'un écoutant. Jamais de la vie. Donc, mon enfant n'a pas à m'écouter et mon rôle de parent consiste à l'écouter, à l'accompagner, à faire en sorte qu'il puisse déployer ses ailes et quitter le domicile familial, évidemment, à un moment donné. Et il va le faire s'il se sent vraiment soutenu, écouté, etc. Il y a des parents qui voudraient que leurs enfants de 2 ans les écoutent. Peut-être qu'il y a là une confusion entre écouter et entendre finalement. Je dois m'assurer quand je dis quelque chose à mon enfant qu'il a bien entendu ce que je lui ai dit et quelquefois il est tellement dans le présent, il est tellement dans son activité complètement immergé, enthousiaste que je peux toujours lui dire « Viens à table s'il te plaît !» Il ne viendra pas s'il est complètement absorbé par son jeu. Et c'est son travail d'être absorbé par son jeu, finalement. Alors peut-être que je vais aller le chercher, me mettre accroupi et lui dire « Est-ce que tu as bien entendu ce que je t'ai dit ?» Là, on se met à table et on va manger ensemble, etc. Donc, voilà, l'enfant, on peut aussi lui donner un délai. On peut lui dire écoute, je mets le timer, quand ça sonne, on est d'accord, tu viens à table. Je mets 10 minutes, un quart d'heure. La notion du temps, c'est quand même très, très difficile pour les enfants. Mais voilà, pour moi, mon enfant n'a pas à m'écouter. Mon enfant doit se développer. C'est pas son job de m'écouter. C'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'essayer de grandir, de se développer, de développer son potentiel avec l'accompagnement des adultes qui vivent avec lui. Bien entendu, je vais lui poser des limites à certains moments donnés parce que mon enfant n'a aucune idée du territoire dans lequel il peut évoluer sans avoir de problème. Il va très très vite parce qu'il a une intelligence énorme et une créativité qui dépasse l'entendement. Il va vraiment s'adapter à toutes ces conditions, ces ressentis compliqués. Voilà, il va savoir que chez mamie, il vaut mieux qu'on mange à table. Chez les parents, c'est peut-être, c'est un peu différent. Peut-être qu'il y a une souplesse supplémentaire, ou l'inverse. Peut-être que les grands-parents sont plus souples que les parents. Enfin, en tout cas, les enfants grandissent là-dedans, dans nos limites, nos émotions, nos tensions, etc. Mais nos émotions, nos tensions à propos de notre enfant
Notre travail consiste à aller les travailler à l'extérieur de la famille et à l'extérieur de cette relation-là. Donc on va très fréquemment parler avec des amis de ce qui nous gêne dans certaines situations qu'on rencontre avec nos enfants. On va avoir des groupes de parents pour ça, des consultants en parentalité. On va avoir des thérapeutes aussi si on veut aller beaucoup plus loin dans son histoire d'enfant. Et ça va nous aider à avancer et à ne pas demander d'écoute à nos enfants. Voilà, donc l'écoute, je le répète, c'est un acte volontaire et c'est un acte très technique, non seulement technique, mais aussi très affectif. Quand je lis Maëlle Vira qui parle de l'amour compassionnel qu'un enseignant peut avoir pour ses élèves, qui va avoir des effets considérables sur leur développement, sur leur capacité à mettre en œuvre les compétences psychosociales, mais aussi sur leurs résultats scolaires. Je me dis que cet amour compassionnel, on en a besoin finalement dans tous les domaines de notre vie et chaque partie de notre société a vraiment besoin. Chaque individu a besoin d'amour compassionnel. Les enfants nous aiment de façon inconditionnelle. Je crois que c'est ça qu'on pourrait retenir. C'est un amour délicat, c'est quelque chose de très fort. Voilà, donc nous essayons de ne pas nous tromper en leur demandant une écoute qu'ils n'ont pas à nous donner, parce que c'est quelque chose de très compliqué, cette écoute. Ils nous donnent un amour complètement joyeux, enthousiaste, ils sont parfois très déçus, parfois pas. Comment avez-vous reçu l'amour inconditionnel de vos parents ? Est-ce que vous avez reçu un amour inconditionnel de vos parents vous-même ? Ce sont des questions qu'on peut se poser légitimement. Et voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu des questions dans une de mes formations de consultant en parentalité et j'avais envie de partager ce podcast-là avec tout le monde car je crois que c'est une question qui nous concerne tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.